les capsules criminelles. Charles-Henri Bickel est un jeune homme de 19 ans qui est né et a grandi aux Verrières. Il est fils d'un tailleur alsacien et il fréquente une fille du village qui vient d'avoir un enfant de lui. Aussi, Charles-Henri et sa fiancée décident-ils de publier leur ban en vue de leur futur mariage. Un matin de 1810, Charles-Henri apprend stupéfait que son père a fait annuler ses bans. Exaspéré, il se rend immédiatement au domicile paternel pour exiger des explications. Père et fils se retrouvent à la cuisine, le ton monte rapidement. Charles-Henri hurle et ordonne à son père de le laisser épouser la fille de Xavier Blanc. Le père s'obstine dans son refus, sans vraiment donner d'explication. Le jeune homme sort de ses gonds. Il insulte son père, se lève, empoigne une chaise et la brise sur le sol. Les deux hommes s'affrontent, mais le fils a tôt fait de prendre le dessus sur son père, qu'il frappe violemment avant de s'en aller. Tout aurait pu s'arrêter après cette altercation plutôt musclée, mais c'est sans compter qu'au XIXe siècle, le fait de frapper son père est un acte grave. Ce n'est pas une contravention, ce n'est pas un délit, c'est un crime. Frapper le père, c'est s'attaquer au pouvoir, aux autorités, au prince, voire à Dieu lui-même. La justice se saisit donc de l'affaire. Sur une requête du châtelain du Val-de-Travers, le Conseil d'État ordonne sans hésiter que Charles-Henri soit décrété de prise de corps afin qu'il soit arrêté et passé en jugement. Aux Verrières, les sautiers chargés de son arrestation ne mettent pas grand zèle à mettre la main sur un homme qu'ils connaissent depuis sa naissance. Ceci d'autant plus qu'on dit du père Bickel qu'il est un homme perdu d'honneur et un bien mauvais exemple pour son fils. Grâce à la mauvaise volonté des sautiers, Charles-Henri parvient facilement à s'échapper. La mauvaise nouvelle est annoncée au Conseil d'État qui s'insurge qu'on ne mette pas plus d'énergie à exécuter ses ordres. De son côté, le châtelain du Val-de-Travers tente de se justifier en prétextant la longueur de la procédure et en jetant la faute sur les sautiers qu'on soupçonne de connivence avec le prévenu. Le châtelain conclut en se mettant du côté du Conseil d'État « Nos institutions judiciaires sont comme un vieux ressort qui a besoin d'être retrempé. » On finit néanmoins par arrêter Charles-Henri quelques semaines plus tard. Il passe en jugement au château de Motier au petit matin du vendredi 13 avril 1810. Les faits étant indiscutables, Charles-Henri est condamné. Une condamnation en plusieurs parties. Premièrement, il doit subir une solennelle admonestation, c'est-à-dire que le capitaine et châtelain lui adressent une morale bien sentie, un discours qui se veut édifiant pour le condamné et le nombreux public réuni au château. Deuxièmement, c'est au tour de Charles-Henri de faire, toujours publiquement, amende honorable. Il se dresse donc face au public et déclare se repentir amèrement de son crime et demander sincèrement pardon à la communauté d'avoir commis pareille ignominie. Ceci fait, il ne devrait lui rester qu'à payer les frais de la procédure et il pourrait rentrer chez lui. Mais c'est sans compter le fait que Charles-Henri est alsacien. Bien que natif des Verrières et y ayant toujours vécu, il reste un étranger. Ainsi, le juge le condamne en sus à un bannissement à vie du territoire de la principauté de Neuchâtel. Cette fois, le jugement est clos. C'est au gendarme Monnier qu'incombe la charge d'accompagner le condamné jusqu'à la frontière française, au-delà des Verrières. Par grâce spéciale, le juge a daigné autoriser Charles-Henri à rendre une dernière visite à sa mère en passant par son village natal. Charles-Henri Bickel et Abraham Monnier quittent ainsi le château de Motier pour entamer la longue marche qui doit les mener jusqu'aux Verrières de Joux, sur territoire français. La marche du banni. Le fils rebelle et son garde rejoignent rapidement le village de Motier. Il est presque midi, il est temps d'avaler quelque chose histoire de prendre des forces avant la montée qui va de Saint-Sulpice jusqu'au Crêt des Verrières. Ils entrent dans la maison de commune et commandent à manger. Un nommé Eschliman s'approche d'eux et s'assied à la table. C'est un ami de Charles-Henri qui a assisté à l'audience et aussi tient-il à offrir quelques verres de vin en guise d'adieu à son ami d'enfance. Une fois le vin et le repas avalés, le banni et son gendarme reprennent leur route.
Charles-Henri se sent quelque peu soulagé. Le vin aidant, il arrive maintenant à entrevoir l'avenir avec un peu plus d'espoir. Qui sait, peut-être que son passage en France lui permettra d'entamer une nouvelle vie, une vie où il serait débarrassé de son père. Ainsi, se surprend-il à chanter, danser même, sur le sentier qui les mène à Saint-Sulpice. Le gendarme s'offusque d'une telle attitude. Il le sermonne vertement. « Tu n'as pas honte? Que vont dire les gens ?»« Je ne sais pas. Ils vont dire que c'est une bravade. On ne peut pas chanter et avoir le cœur léger après avoir été condamné. » Charles-Henri doit le reconnaître. D'ailleurs, ne vient-il pas de dire à la foule à quel point il était désolé d'avoir commis un crime abominable? On attend donc de lui qu'il se morfonde de honte. Arrivés à l'entrée de Saint-Sulpice, les deux hommes sont arrêtés à la hauteur de l'auberge du Grand Frédéric, par un nommé Baule, des Verrières lui aussi. Il conduit un char de bagages et souhaite offrir un verre à son ami Biquel. Les trois hommes entrent dans l'auberge du Grand Frédéric et Baule fait servir une bouteille de vin blanc. Avant de partir, il donne quelques pièces à son ami qui en aura bien besoin pour s'installer en France. À la sortie du village de Saint-Sulpice, Biquel demande à entrer dans l'auberge du Soleil. Il dit en effet devoir parler au cabaretier, un nommé Rosselet. Ils entrent, mais le maître de maison n'est pas là. Qu'à cela ne tienne, Charles-Henri commande de l'absinthe pour le gendarme et lui-même. Les gens présents dans la chambre en profitent pour saluer le jeune Biquel et lui souhaiter bonne chance. Toute affaire agaillardie, nos deux hommes peuvent entamer la montée qui les mène au crêt des Verrières. La pente est raide. Ils ont le souffle court. L'ascension se déroule presque sans un mot. Arrivés en haut et trop heureux d'avoir accompli la partie la plus difficile de leur périple, Biquel et Monnier entrent dans le cabaret Lamblay au crêt des Verrières. Là, pour se féliciter de leur exploit, les compères commandent 2 grands verres d'eau-de-vie. C'est le patron qui régale.